Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de notre série sur le nihilisme, nous proposons ici une approche du texte de Samuel Beckett, L'innommable, en tâchant de mettre en évidence les liens qu'entretiennent le nihilisme et la littérature. Quand on lit L'innommable de Samuel Beckett et qu'on s'interroge sur les liens de l'absurde au nihilisme, un certain nombre de questions apparaissent. D'abord, il s'agit de savoir ce qu'est l'absurde. Disons à titre de définition provisoire, mais peut-être aussi définitive, on verra par la suite, que l'absurde, c'est la contradiction de la pensée avec elle-même. L'absurde, ce n'est pas le faux, qui est la contradiction de la pensée avec le réel. Comme exemple de proposition fausse, on peut par exemple dire 2 plus 2 font 5. Il s'agit là d'une erreur de calcul, assez improbable en l'occurrence, mais qui peut se produire avec des calculs plus compliqués. Comme autre exemple de fausseté, on peut également donner des exemples factuels. Par exemple, dire il n'y a pas d'arbre dans le jardin, ce qui est faux s'il y en a un. Ou bien, comme troisième exemple, qui est plus compliqué, des faussetés de reconnaissance. Par exemple, dire qu'il n'y a pas de président de la République en France est une fausseté du point de vue institutionnel. Cela dit, quelqu'un peut dire « Moi, je ne reconnais pas la présidence de la République française comme valable », ce qui, à titre de simple opinion, n'a pas tellement d'importance, mais qui possède une importance à un niveau des pratiques. D'une part, au moment de faire sa déclaration fiscale, par exemple. Ou bien, de manière plus dramatique encore, si le président en question décide de déclarer une guerre et de mobiliser les populations. On voit alors ici que la vérité ou la fausseté de la proposition « il y a un président de la République en France » repose sur un processus de reconnaissance qui repose sur un rapport de force, soit symbolique, soit un rapport de force direct. Ce genre de vérité, qui est une vérité liée à un système de valeurs, se rend au plus près de l'absurde, c'est-à-dire de la contradiction possible de la pensée avec elle-même. L'absurde apparaît constamment lié au principe de non-contradiction. On sait cependant que ce principe a été battu en brèche par la logique illogique de Hegel, qui semblait affirmer que la contradiction n'était pas l'opposé de la réalité, mais son cœur même. Le fait est que, depuis Hegel, chemin faisant, l'absurde a fait son entrée dans l'espace public littéraire et philosophique, avec des penseurs très différents les uns des autres. On peut penser à Albert Camus et ses romans, pièces de théâtre et essais, à Rabal, à Ionesco, ou à Beckett, qui tous ont proposé une littérature de l'absurde. Gilles Deleuze, quant à lui, en a dressé une sorte de portrait philosophique dans la logique du sens. Des œuvres comme celle de Wittgenstein ou Searle ont cherché à délimiter les zones de délimitation entre le discours absurde et celui de la logique. Tout cela reste en réalité très compliqué. Surtout si on considère que l'absurde, sorte de néant de la signification, est relié au nihilisme. L'un des grands penseurs du nihilisme fut, comme on le sait, Friedrich Nietzsche. On pourrait penser de prime abord que Nietzsche, philosophe médecin, voulait soigner et guérir du nihilisme. Cela dit, si on regarde d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que Nietzsche était loin d'être un médecin optimiste, qui allait guérir la maladie en 2 coups de cuillère à peau. Non, Nietzsche nous annonçait, si on le croit, ce qui allait se passer pour les 2 siècles à venir. Bref, jusqu'en 2080, au moins, nous sommes dedans. Du moins si on en croit Nietzsche. Et Nietzsche considérait lui-même être touché par la maladie. Maladie au long cours de ce fait.
Quel lien entre le nihilisme et l'absurde? On trouvera beaucoup de gens pour expliquer, à partir de phrases à l'autorité d'experts, que le nihilisme et l'absurde, ça n'a rien à voir. Cela dit, cette expertise est difficile à comprendre. D'une part parce que le mot « rien », qui est tout de même à la racine du nihilisme, apparaît à peu près partout dans les récits absurdes. Dans le texte qui nous intéresse aujourd'hui, l'innommable, il est partout présent, et pas à titre anecdotique, mais à titre principiel. D'autre part, parce que l'absurdité apparaît comme un des principaux symptômes du nihilisme. Que signifie le nihilisme, demandait Nietzsche? Que les valeurs les plus hautes se dévalorisent. Or, pour l'homme en général, et plus encore pour l'homme de lettres, quelle façon avons-nous d'habiter le monde et de lui donner un sens autrement que par le langage? Or, justement, avec l'absurde, et l'absurde tel qu'il est présenté dans l'innommable de Beckett, c'est le langage lui-même qui se dévalorise. Il perd toute consistance, parce qu'il met un terme à toute narration valable, à toute histoire cohérente. Le principe de Beckett, c'est de nous expliquer que l'histoire racontée n'en est pas une et qu'elle se dissout. Beckett dit ainsi: ce ne sont plus des histoires. Alors que ce sont des histoires, ou plutôt, il n'y a jamais eu d'histoire. Ça a toujours été n'importe quoi. On s'est toujours raconté n'importe quoi. D'aussi loin qu'on se rappelle. Non, d'un peu plus loin que ça. On ne se rappelle rien. Toujours n'importe quoi, toujours la même chose pour passer le temps. Puis le temps ne passant pas pour rien, dans la soif, voulant s'arrêter. Cherchant pourquoi ce besoin de parler. Car finalement, ce qui se passe, on pourra dire, sont essentiellement des mots. Les événements sont des mots. Mais il ne s'agit pas pour Beckett des mots qui réconfortent. Des mots chargés d'affects positifs ou joyeux. Non, il s'agit plutôt à la manière de Berkeley, qui disait que les idées sont inertes et des représentations qui n'ont absolument aucun dehors. Il s'agit donc de mots un petit peu vides. Pour Berkeley, il n'existe pas de matière hors de la conscience qui perçoit. De la même manière, il n'y a rien en dehors des mots qui finissent par tourner à vide pour Beckett. Il fait dire au narrateur, dont on ne sait pas très bien qui il est, dans l'innommable: je suis en mots, je suis fait de mots, des mots des autres. Quels autres? L'endroit aussi, l'air aussi, les murs, le sol, le plafond, des mots. Tout l'univers est avec moi. Des mots sans dehors. Et pour cette raison absurde. Car l'absurde est clairement ressenti, comme ce rien qui est au-delà des mots. Par bien des côtés, le discours de Samuel Beckett est inaudible. Il semble devoir affirmer que la valeur du langage se dévalorise. Dévalorisation du langage? Pourquoi? De manière revancharde peut-être? Pour ne pas se laisser assujettir à la raison, c'est-à-dire à la reconnaissance de la valeur sensée du monde. Le nihilisme de Beckett naît d'une volonté de refuser qu'on l'assujettisse à la raison. Il dit ainsi: m'avoir collé un langage dont ils s'imaginent que je ne pourrais jamais me servir, sans m'avouer de leur tribut. La belle astuce. Je vais le leur arranger, leur charabia.
Sentiment de revanche donc? En tout état de cause, la non-acceptation de l'imposition d'un sens quelconque. Il n'y a pas de compromis possible. Tout compromis avec la raison est une compromission. On fait comme s'il y avait une raison, alors qu'en fait, il n'y a rien. Le rien est ainsi souverain. L'absurdité, c'est d'être venu à l'être. L'absurdité, c'est d'être né. Après Nietzsche, et avec lui, Beckett retrouve la sagesse de Silène. Le plus grand de tous les biens est de ne pas être né. Mais le fait d'être né, d'être passé à l'être, ne signifie certainement pas que quelque chose se soit passé. La vie, bien souvent, est une non-vie, une sorte de mort continuée. Beckett écrit ainsi: quoi qu'il en soit, et sans entrer dans ces détails macabres, je me suis lourdement trompé en supposant que la mort en elle-même constituait un indice, ou même une forte présomption en faveur d'une vie préalable. On peut naître sans vivre, vivre sans avoir vécu quoi que ce soit. Mais on pourra dire comment écrire alors cette expérience du néant. Car le nihilisme de Beckett trouve peut-être son achèvement dans cette disparition, cette dévalorisation extrême de la littérature. Car dans l'innommable, nous avançons vers ce qui constitue la dissolution de toute histoire. Le récit est celui d'un récit qui ne peut parvenir à se faire. Cette chimie, cette dissolution, est celle à la fois du récit et celle du moi. Cette première personne qui s'aperçoit qu'elle n'est d'elle-même que fiction, absurdité également. La littérature n'est pas quelque chose qui est rapporté un pronom à la première personne. Elle est du langage qui fonctionne on ne sait pas trop comment, sans savoir ce qui est dit, ni si ce qui est dit possède un sens. Beckett dit ainsi: vous me direz, peu importe le pronom, qu'il n'y a que le résultat qui compte. Expérience limite donc, expérience au plus proche du néant. C'est peut-être, comme le dit Maurice Blanchot, une tentative d'approcher la littérature dans ce qui finira par constituer sa disparition. Blanchot disait: les sentiments esthétiques ne sont plus de mise ici. Peut-être ne sommes-nous pas en présence d'un livre, mais peut-être s'agit-il bien plus que d'un livre, de l'approche pure du mouvement d'où viennent tous les livres, de ce point originel où sans doute l'œuvre se perd, qui toujours ruine l'œuvre, qui en elle restaure le désœuvrement sans fin, mais avec lequel il faut aussi entretenir un mouvement plus initial, sous peine de n'être rien. Tâchons de cerner ce mouvement de naissance avortée d'une vie signifiante, une vie qui ne soit pas morte. Beckett semble ainsi proposer une œuvre bien nihiliste. Comme le disait Silène, le plus grand des biens est de ne pas être né. Tout l'absurde est tiré de cette naissance.